Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler lecture et écriture. En tout cas je vais plutôt donner la parole à des écrivains qui ont écrit des livres sur l'écriture et qui nous guident à travers l'écriture tout en racontant leur expérience. En tout cas c'est le cas des deux premiers. Le troisième c'est un journal d'écrivain qui est aussi vraiment très riche en enseignements. Alors le premier c'est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, qui est assez connu, pas Stephen King hein, mais le bouquin. Stephen King est plus que connu. Alors moi je suis pas une grande lectrice de Stephen King, j'ai lu en tout et pour tout 2 ouvrages de lui, 3 avec celui-là. Tout simplement parce que c'est pas trop un genre qui m'intéresse, même si Stephen King balaye plusieurs genres. En fait j'ai eu le malheur de commencer par un livre qui fait peur et ils sont pas si nombreux dans l'œuvre de Stephen King, et pas par l'un de ses meilleurs. J'ai commencé par Désolation, c'est une histoire de zombies, enfin il y a des morts vivants dedans, et alors moi c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. J'ai quand même lu le livre en entier, mais tout ce dont je me suis rappelé, c'est que ça m'avait fait peur, et donc après moi j'ai plus envie de lire des ouvrages de Stephen King. Et récemment, quand je me suis remise à lire beaucoup, j'ai lu 22-11-63, qui est où le surnaturel est en fait il se place dans une faille spatio-temporelle qui fait qu'il peut retourner dans le passé, mais en dehors de ça il n'y a pas du tout de choses qui font peur ou d'êtres qui viennent d'une autre planète ou je ne sais quoi, et ce qui fait que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup c'est un gros roman de 1000 pages, mais là j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'en lirais d'autres, mais instinctivement je vais pas naturellement vers les bouquins de Stephen King, donc pour l'instant voilà, ça c'était mon troisième que j'ai lu il y a quand même quelques années, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est à la fois une autobiographie, mais une autobiographie tournée vers son histoire avec l'écriture et tout ce qui est en lien avec l'écriture dans sa vie. Donc il l'a écrite en 2000, donc ça a déjà quelques années. Juste avant, en fait, il avait l'idée avant d'avoir il a eu un accident de la circulation. En fait, il s'est fait renverser. Il était piéton, il s'est fait renverser par un van sur une route du Maine. Un accident très grave qui l'a immobilisé longtemps, et ça lui a donné l'occasion de vraiment réfléchir. Il a été obligé de se poser. Il y a eu beaucoup de rééducation, et ça lui a donné l'occasion de réfléchir à son histoire avec l'écriture et son histoire en général. Et donc en est sorti cet ouvrage Écriture, mémoire d'un métier. C'est vraiment intéressant de connaître son parcours. Il a écrit très tôt. Ça c'est vraiment ce qui ressort moi ça doit faire 4 ou 5 ans que je l'ai lu, donc ce dont je me souviens vraiment c'est qu'il l'a écrit très tôt, et à partir du moment où il s'est mis à écrire, il n'a jamais arrêté, et que c'était un peu un mode de survie pour lui, parce qu'il a eu une enfance assez difficile. Aussi il y a un lien avec le père absent qui est parti assez tôt, et un jour il a trouvé une collection de livres de poche de son père dans le grenier, et de là il a commencé à lire toutes ces histoires. C'était des histoires de science-fiction, et après il a eu envie, du coup ça l'a motivé aussi pour écrire ses propres histoires. Au lycée il faisait partie du journal du lycée. Il a eu quelques soucis parce qu'il voulait écrire aussi des histoires avec des fantômes, des histoires qui faisaient peur, qui n'étaient pas toujours très appréciées dans le journal du lycée. Et puis après ses débuts, quand il a beaucoup publié, on retrouve ça aussi dans Big Magic, donc je vais pas vous parler aujourd'hui. C'est Comme par magie, je crois, le titre en français d'Elizabeth Gilbert, où elle parle aussi alors elle parle plus de la créativité, mais elle est écrivain, donc elle parle beaucoup d'écriture, et avant d'avoir son premier roman publié, elle a eu beaucoup de textes, elle a envoyé des textes dans des revues. Je pense qu'il y a beaucoup de revues aux États-Unis qui publient des nouvelles,
des petites histoires, et c'est comme ça qu'elle a commencé, et c'est aussi comme ça que Stephen King a commencé à gagner son premier argent avec l'écriture. Enfin, il raconte aussi qu'il il écrivait des petites histoires qu'il vendait à ses copains. Enfin voilà, c'était vraiment la passion dès le départ, dès qu'il a su écrire. Et donc voilà, ce livre raconte l'histoire. Il y a aussi tout un passage sur le fait qu'il a eu la croyance pendant longtemps que sa créativité, son inspiration lui venait de sa consommation d'alcool ou de médicaments qui lui permettaient de se sentir bien. Et puis il raconte ensuite comment il a réussi à surmonter ça, à devenir à ne plus boire. Donc voilà, il y a toute une partie sur son histoire avec l'écriture. Il y a aussi une partie, il raconte sa routine quotidienne, la rigueur, le fait qu'il écrive tous les jours. Et ça, on retrouve ça vraiment chez beaucoup d'écrivains. Je trouve que c'est assez intéressant quand même de voir les points communs aussi entre les différents livres que je vais vous présenter. Et ça, le fait d'avoir une routine quotidienne et une certaine rigueur, ça met à mal la croyance que l'inspiration vient comme ça, et puis que d'un coup on a une espèce de pulsion d'écriture et que ça sort. Non, c'est aussi beaucoup de rigueur et beaucoup de travail et beaucoup de réécriture. Il donne des conseils d'écriture, alors il donne plus de conseils par rapport au style et au fait de beaucoup de relire et de beaucoup tailler dans les textes, de vraiment essayer d'épurer le plus possible. Alors c'est fou parce qu'on imagine alors ce que vraiment il écrit, parce qu'il fait des livres de 1000 pages. Il a fait toute une épopée qui s'appelle La Tour, je crois. Bon, je suis pas une spécialiste de Stephen King, hein, donc ne m'en voulez pas si je fais des erreurs, mais qui a je sais pas combien de volumes. Enfin, il est vraiment très prolifique comme écrivain, et malgré tout il dit qu'il efface plus de la moitié de ce qu'il écrit. Et il donne aussi pas d'adverbes, enfin voilà, des conseils vraiment techniques. Il y a même des petits textes où on voit ses corrections en fait. Donc c'est en anglais, forcément, pour les francophones c'est un peu moins parlant, parce que même si on comprend, il y a toute la partie grammaticale qu'on maîtrise pas forcément. Mais c'est quand même intéressant de voir comment il gère ça. Évidemment, il parle aussi du rôle de sa femme dans son métier d'écrivain, parce que elle est aussi poète. Je crois qu'elle a aussi écrit des nouvelles, et elle l'a beaucoup relu. Elle relit beaucoup ses textes. Comment dire, elle corrige, etc. Elle critique. C'est même elle il raconte que il avait jeté le manuscrit de Carrie, enfin l'ébauche de manuscrit de Carrie, parce qu'il pensait que c'était pas intéressant. C'est elle qui l'a ressorti de la poubelle pour lui dire non mais ça il faut absolument que tu l'écrives et que tu racontes cette histoire. Et c'était je crois le premier roman qu'il a publié, Carrie. Donc voilà, vraiment passionnant pour connaître l'histoire même si bon, il y a eu beaucoup de reportages sur Stephen King, on connaît quand même beaucoup de choses de lui, mais là il rentre dans le détail et puis c'est raconté par lui, donc a priori c'est assez juste. Et aussi pour vraiment connaître ses routines d'écriture, ses routines de vie, comment il a évolué, comment il a réussi à vraiment faire que sa passion d'écriture, qui était vraiment dangereuse pour lui parce que c'était lié à la consommation d'alcool et de drogue, il a réussi à assainir tout ça et à quand même faire en sorte que ça reste quelque chose qui continue à écrire des choses intéressantes, à se détacher de l'idée que non, son génie ne venait pas de l'alcool ni des drogues. Vraiment, voilà, ça vaut le coup, même si vous n'aimez pas spécialement Stephen King en tant qu'écrivain, par rapport à la posture d'écrivain, au métier d'écrivain,
Et puis même le fait de connaître la vie de quelqu'un, voilà, moi j'adore les autobiographies, donc forcément j'étais contente. Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Deuxième, qui est un peu dans le même style, alors pas trop au niveau de la couverture, hein, c'est Écrire, c'est respirer de Suzy Morgenstern, qui est publié dans une collection Secrets d'écriture chez Le Robert, qui, en fait, je suis allée voir sur la page de l'éditeur. Il y a plusieurs écrivains qui ont fait ce secret d'écriture, notamment des écrivains français comme Franck Tillier ou Michel Bussy, puis d'autres dont j'ai oublié le nom, Jean-Philippe Toussaint. Voilà, donc ça peut... Moi, c'est le premier que je lis, mais je me dis que voilà, comme je suis très curieuse de savoir comment les gens travaillent et de toujours prendre leurs conseils et aussi de connaître comment ils s'organisent et tout ça, je pense que j'irai lire les autres. Alors j'ai lu celui de Suzy Morgenstern parce que j'avais lu son autobiographie, Mes 18 exils, il n'y a pas très longtemps, et elle parlait de ce bouquin, et j'aime beaucoup Suzy Morgenstern comme autrice de littérature de jeunesse, que j'ai pu lire quand mes enfants étaient petits ou adolescents, ou moi-même adolescente. J'avais lu Terminal, tout le monde descend quand j'étais en première ou en terminale, parce que j'ai le même âge que les enfants de Suzy Morgenstern, et elle avait écrit ce livre avec sa fille qui était alors en terminale, et j'avais beaucoup aimé ce récit autobiographique aussi, d'un dialogue entre une mère et sa fille. Pour chaque... en fait, c'est un livre, Terminal, tout le monde descend, où par exemple ils vont faire une balade en forêt, et la mère raconte sa balade en forêt, la fille raconte sa balade en forêt. On voit bien les préoccupations de chacune et l'adolescence, voilà, et le fait de passer le bac et tout. Moi, ça m'avait beaucoup plu quand j'étais jeune, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, j'avais toujours autant aimé. Bref, c'est une autrice assez loufoque. L'humour prend une grande place dans son style, et toujours proche de la vie réelle, voilà, contrairement à Stephen King. Donc c'est un peu, ça se rapproche au niveau du contenu, au niveau de la forme du livre de Stephen King, dans le sens où elle raconte vraiment comment elle est venue à l'écriture, qu'est-ce qu'elle a, les prix. Alors elle n'a pas commencé à être publiée tout de suite, mais elle a eu des prix au lycée, elle faisait partie du journal du lycée, enfin voilà, il y a quand même une trajectoire, d'autant plus qu'ils sont à peu près de la même génération, je pense. Donc il y a quand même une trajectoire un peu commune, et Suzy Morgenstern a grandi aux États-Unis, elle est américaine, et puis elle, après voilà, à l'âge adulte ça diverge, puisque elle s'est mariée avec un Français, elle est venue habiter en France, et elle a adopté le français comme langue d'écriture. Donc c'est assez particulier, parce que ça peut décomplexer tous les gens qui se sentent pas à l'aise avec la langue, même si c'est leur langue maternelle, mais avec le français écrit, les règles de grammaire, les fautes d'orthographe, etc. Parce qu'elle dit vraiment qu'elle écrit avec beaucoup, beaucoup de fautes, puisque ce n'est pas sa langue maternelle, et qu'elle n'a pas vraiment étudié le français, et que malgré tout, elle est publiée. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que ça lui permet, elle est obligée de faire confiance à ses correcteurs. Le premier, c'était son mari, parfois ses enfants, et puis ensuite ses éditeurs. Et c'est aussi pour ça qu'elle explique qu'elle a toujours voulu avoir des éditeurs. Elle voulait pas du tout faire d'auto-édition, parce que déjà par rapport au style, à la langue, pour que vraiment ça soit nickel, et aussi parce que elle se fait pas complètement confiance sur l'intérêt des histoires qu'elle raconte, et que parfois c'est bien qu'un éditeur lui dise non mais ça sera pas intéressant, même s'il lui arrive de défendre certaines de ses créations et d'aller au-delà de la vie de l'éditeur, mais voilà, elle fait un peu l'éloge des éditeurs. D'ailleurs, elle raconte un peu dans un chapitre qu'elle appelle Mes amours, je crois, voilà, ses lecteurs, son éditeur, ses premiers lecteurs, donc ceux qui l'aident un petit peu au quotidien,
Voilà. Donc elle parle de son enfance, comment elle est venue à l'écriture, comment l'écriture était une évidence pour elle. Dans les anecdotes, ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit qu'à peine elle a su tenir un stylo, en fait, qu'elle écrivait, entre guillemets. C'était pas des mots, mais c'était de l'écriture. Elle remplissait déjà des cahiers, et que quand elle a su écrire 2 mots, elle a écrit une histoire en alternant les 2 mots. Voilà, il y avait vraiment cette chose en elle de raconter par écrit des choses. Et puis c'est avéré que ça a été des histoires pour enfants, parce qu'elle écrivait pour ses enfants. Elle a commencé à écrire en fait quand elle a eu des enfants, elle écrivait pour ses enfants. Voilà. Et alors ce qu'elle dit, c'est que ce qui est merveilleux entre guillemets avec la littérature de jeunesse, c'est que les auteurs, surtout qu'elle a commencé dans les années 70, les auteurs n'étaient, et la littérature de jeunesse c'était encore quelque chose d'assez intimiste, enfin pas très développé, et que les auteurs du coup on leur fichait la paix, et que c'est seulement quand elle a écrit un livre pour adultes, je crois qu'elle a écrit sur son histoire avec son mari quand celui-ci est décédé, et qu'elle a connu ça, la médiatisation, et que finalement elle est assez contente de ne pas avoir eu ça pendant toute sa carrière. Voilà, donc elle parle beaucoup de sa routine d'écriture, de ses journées. Alors comme Stephen King, elle écrit tous les jours. Alors elle écrit toute la journée, alors que Stephen King il écrit, il se donne un nombre de mots à écrire par jour, alors que elle passe sa journée à écrire. Elle raconte ses routines d'écriture aussi, que chaque matin elle écrit un journal qu'elle envoie à ses proches, donc c'est pas un journal intime, c'est un journal de sa vie qu'elle envoie à ses proches tous les jours, et aussi elle échange avec l'écrivain Bernard Friot. Tous les jours ils se donnent un mot, et puis ils doivent écrire un texte ou un poème à partir de ce mot, puis ils se l'échangent. Donc je trouve que c'est une très belle routine, et en même temps une très belle histoire amicale d'écrivain. Voilà. Alors il y a, contrairement au livre de Stephen King où finalement les conseils sont des conseils très généraux, dans ce livre-là il y a ce qu'elle appelle des ateliers qui... il y en a 41 qui... C'est plutôt des consignes d'écriture en fait, c'est vraiment... oui, comme si on était dans un atelier d'écriture, et elle nous donne des consignes comme ça pour écrire. Donc je trouve ça assez intéressant, parce que moi j'aime toujours me nourrir d'autres influences pour écrire et pour sortir de mon confort habituel. Et elle fait aussi un glossaire en fait, à la fin elle fait... Donc il y a des consignes, il y a des consignes au départ très générales, comme pourquoi j'écris, quelles sont mes routines d'écriture, mon journal intime, donc elle nous engage à tenir un journal intime, etc. Et après, à la fin du livre, elle fait un abécédaire avec les mots qu'elle aime, qui sont liés pour elle à l'écriture. Et pour chaque mot, il y a elle dit ce qu'elle pense de ce mot, et il y a une définition. Par exemple, il y a le mot délire. Donc je vais vous lire par exemple le mot délire. Le délire permet de créer en dehors de votre tête coincée. Le délire est un permis de se laisser aller et de donner libre cours à la vie et à une création débridée. Je ne parle pas du délire psychiatrique, mais de la fantaisie et de la folie douce. Des idées saugrenues, une petite frénésie, l'euphorie aussi. Peut-on écrire sans délire ? Et donc l'atelier autour du mot délire, c'est... Quelle est la chose la plus délirante que vous ayez jamais faite ou que vous voudriez faire? Donc voilà, c'est des petites impulsions d'écriture comme ça qui peuvent nous aider à démarrer quand on est coincé face à notre feuille blanche. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle dit qu'elle est vraiment incapable d'écrire des histoires qui ne soient pas reliées à la réalité, qui ne soient pas un tant soit peu autobiographiques, même si c'est de loin. Mais j'ai aimé ça parce que moi je suis pareille, et parfois je me dis je ne suis pas une vraie écrivaine parce que je suis loin de... je pratique l'écriture à ma façon, mais enfin voilà, il y a des choses un peu comme ça, un peu rabat-joie dans ma tête, parce que moi, même dans un atelier d'écriture créative où on m'emmène très loin de moi,
je raccroche toujours à quelque chose que j'ai vécu. C'est comme ça, c'est ma façon de... Alors parfois c'est quelqu'un que je connais, c'est pas forcément moi. Je suis pas égocentrée à ce point-là, mais ça peut être une anecdote qu'on m'a racontée, ça peut être quelqu'un que je connais, et c'est exactement ce qu'elle raconte, donc je me suis dit bon, ça va, ça veut dire que je peux continuer à être comme ça et pas me forcer à être quelqu'un d'autre dans mon écriture, ce que j'aurais pu vouloir faire. Alors de temps en temps c'est bien, mais naturellement c'est pas ça qui me vient, et je pense que c'est pas là aussi où j'excelle le plus. Voilà, donc c'était donc Secret d'écriture de Suzy Morgenstern. C'est un livre qui se lit très vite, c'est très léger, c'est comme l'écriture de Suzy Morgenstern, il y a plein de petites choses drôles, il y a des illustrations, parce qu'elle dessine aussi parfois, ça c'est Fifi Brin d'Acier. Vraiment une petite détente, ce bouquin, qui va en plus vous donner des idées d'écriture. Et le troisième, c'est John Steinbeck, Jour de travail, les journaux des raisins de la colère. Alors ça, c'est vraiment différent parce que c'est pas John Steinbeck qui parle de son rapport à l'écriture et tout ça, c'est vraiment un journal qu'il a tenu pendant qu'il écrivait les raisins de la colère. Donc moi je l'ai lu, alors premier conseil, c'est bien d'avoir lu les raisins de la colère il n'y a pas si longtemps que ça, ou de bien s'en souvenir avant de lire Jour de travail, parce qu'il parle quand même beaucoup de là où il en est, de comment ça avance dans son texte, par exemple il dit aujourd'hui se présente l'enterrement dans la nuit de grand-père. Enfin voilà, il parle des personnages, je ne veux pas donner trop d'exemples pour pas spoiler, mais donc c'est quand même bien d'avoir lu les raisins de la colère avant et de se souvenir globalement de l'histoire. Moi j'ai eu la chance de le lire juste avant. En fait je l'avais lu il y a très très longtemps, les raisins de la colère, puis là il y a eu une nouvelle traduction qui est sortie et j'avais pratiquement aucun souvenir des raisins de la colère, donc j'ai eu envie de le relire. Je l'ai relu au début de l'année et puis j'avais entendu parler par une booktubeuse qui s'appelle Margorito de cet ouvrage, et du coup je l'ai acheté et je l'ai lu, et c'est vraiment passionnant aussi pour voir dans quelles conditions il a écrit les raisins de la colère. Il faut savoir que il a écrit les raisins de la colère au moment où ça se passait, enfin il l'a écrit en 1938 et je crois que les raisins de la colère ça se passe juste à la même période, donc, et il dénonce beaucoup de choses dans les raisins de la colère, sur le capitalisme, sur la façon dont les grands propriétaires californiens exploitent les travailleurs, font venir des travailleurs, provoquent l'exode rural. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées dans... c'est un livre assez militant, et il a eu plein de problèmes avec ça, et il en parle à la fin en fait, parce qu'il y a tout le début, c'est l'écriture du livre, et puis ensuite il y a une année après, et justement il y a les retombées de la sortie du livre, et comment il a eu des menaces de mort. Enfin voilà, c'est vraiment passionnant. On voit, alors ce qui est à retenir, ce qui est intéressant pour des personnes qui s'intéressent à l'écriture, c'est là on voit vraiment sa méthode. Donc il a un plan, donc il explique pas du tout comment il a fait le plan, hein, parce que c'est pas l'objet, hein, c'est vraiment un journal de bord, donc il raconte ses états d'âme, comment il en est, où il en est par rapport au manuscrit, est-ce qu'il est en retard, est-ce qu'il est en avance, est-ce qu'il est stressé, enfin voilà, c'est vraiment ça. Mais on voit la méthode qu'il a, c'est extrêmement rigoureux, il s'est fait un plan, il doit travailler tous les jours un certain nombre d'heures, il doit faire un chapitre, un demi-chapitre, enfin voilà, c'est très très cadré. Et s'il prend du retard, il n'est pas content. Et donc il y a vraiment ça où on voit qu'il y a quand même, là encore, une routine, une rigueur. Je crois que c'est ce qui ressort de ces 3 bouquins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu comment il retravaille son texte. Il a toujours une intention, il veut faire ressortir des choses, et comment il lutte parfois pour trouver, pour que l'impression qu'il veut donner soit vraiment celle-là.
On voit bien sûr les doutes, on voit le fait que, je trouve que ça ressort vraiment bien, que quand on crée quelque chose, comme notamment un roman, mais quelque chose qui prend du temps à créer, bah, il y a toujours de l'exaltation, puis il y a des moments où on est vraiment déprimé, puis des moments où il y a de nouveau l'exaltation, puis des moments où vraiment on n'a plus envie d'y aller. Enfin voilà, on voit bien les affres de la création. Et ce qui ressort aussi, c'est que pour lui, c'était le roman de sa vie. Il fallait absolument qu'il écrive ce roman. Il faut savoir que John Steinbeck, au départ, il a étudié il a fait des reportages, en fait. Il était journaliste, il a fait des reportages justement sur les ouvriers agricoles, sur ce qui se passait, sur la misère, sur ce qui se passait en Californie. Et il a rencontré des gens, notamment des personnes qui tenaient des camps de réfugiés, une personne qui dirigeait un camp de réfugiés qui l'a beaucoup inspiré pour un personnage du livre. Et en fait, pour lui, c'était une évidence qu'il fallait qu'il écrive un roman, qu'il fallait que ce soit un roman magistral, et donc il s'était mis beaucoup de pression par rapport à ça, et ça ressort aussi dans le livre. Bon, on peut dire qu'il a plutôt bien réussi son truc, hein, son coup, puisque Les raisins de la colère est donc paru en 1939 et a eu le prix Pulitzer, et après bon, Steinbeck a eu le prix Nobel de littérature. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant de lire ce journal. On apprend plein de choses, on voit aussi le rôle de sa femme, qui malheureusement, elle n'a pas eu le prix Nobel, mais qui avait un rôle très très important dans son écriture, un peu comme avec Stephen King, et puis même Suzy Morgenstern, même si bon, là on peut dire que c'est son mari, mais son mari était là quand même c'est quand même son premier lecteur, à chaque fois c'est les premiers lecteurs, l'autre membre du couple. Mais dans le cas de John Steinbeck, sa femme a tapé tout, enfin lui il s'enferme, on voit quand même que le rôle de la femme, bon, en 1939, elle doit gérer tout ce qui est l'intendance de la maison, tout ce qui est quand ils reçoivent du monde et tout ça, c'est tout à sa charge. Et en plus, elle tape son manuscrit, c'est elle qui a tapé son manuscrit. Et il y a des facsimilés, bon, je sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez que c'était pas forcément évident de taper son manuscrit. Donc voilà, on peut lui tirer son chapeau à Carol Steinbeck. Je crois que c'était Carol qu'elle s'appelait. Ouais, c'est ça, Carol Steinbeck. C'est sa première femme, après il en a eu une autre. Voilà, il y a quelques documents à la fin. Bref, vraiment très très intéressant comme livre d'écrivain. Voilà, j'espère que cette revue de livres qui parle d'écriture, d'écrivains qui parlent d'écriture, vous aura plu et vous aura donné envie de lire cela, ou peut-être d'en lire d'autres. Moi je suis très intéressée si vous en connaissez d'autres, si vous en avez lu d'autres qui vous ont intéressé, que vous avez trouvé instructif par rapport au fait d'écrire, partagez-moi ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie de continuer ce genre de lecture. Et puis voilà, je vous souhaite des bons moments de lecture et d'écriture, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!